Ce soir, à l'émission, l'antenne Deux Montagnes du REM est officiellement en service. Le premier ministre du Canada, Mark Carney, était présent pour l'occasion. Et le montrer, c'est bien, mais l'essayer, c'est mieux. Je vous dirais qu'on est très, très heureux d'avoir cette inauguration-là aujourd'hui. En entrevue, on souligne la Semaine nationale de sensibilisation aux dépendances. C'est un processus, là. C'est avec le temps, en se réunissant, en parlant. Je m'entretiens également avec Jessica Gagné à propos du congrès d'orientation du regroupement des organismes communautaires des Laurentides. C'était un moment pour faire vraiment un état des lieux de tout ce qui se passe dans le monde communautaire. Enfin, Éric Huard nous parle police et intervention psychosociale. Imaginons qu'on a une personne qui a tenu des propos suicidaires, puis qu'il faut faire son évaluation, savoir est-ce qu'elle est à risque ou pas. Bien, cette intervenante-là du 6 des Laurentides peut se déplacer directement sur l'intervention. Bienvenue à Accès local. Mardi 18 novembre 2025, bon début de soirée. C'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Alors depuis hier matin, l'antenne Deux Montagnes du REM est officiellement en service. C'était attendu depuis longtemps et vous étiez sur place vendredi dernier pour l'inauguration. Oui, c'était une inauguration en grande pompe, donc pour cette mise en service très attendue, comme vous le disiez. Le premier ministre du Canada, Mark Carney, était présent pour l'occasion, François Legault aussi, ainsi que la nouvelle mairesse de Montréal et plusieurs dignitaires de la région et de partout au Québec. Ce qui a été annoncé, c'est donc l'ouverture de 14 nouvelles stations du réseau express métropolitain entre Deux-Montagnes et la gare centrale à Montréal. Ce nouveau tronçon vient se raccorder à celui déjà en service depuis 2023 qui fait le chemin entre la gare centrale et Brossard et qui fait maintenant passer la longueur totale du réseau de 17 à 50 km. C'est un projet d'envergure dont on a beaucoup parlé ces dernières années, pas toujours pour les bonnes raisons. Les retards de construction se sont accumulés. Le coût estimé total des travaux est passé de 6 milliards à plus de 9 milliards de dollars et les pannes se sont succédé dès l'ouverture de l'antenne sud du REM, de quoi soulever certaines critiques. Donc, mais vendredi dernier, le cœur était principalement à la fête pour l'inauguration. Francis Labbé, qui est porte-parole de CDPQ Infra, la firme responsable de la construction du REM, nous explique ce qui a été fait à Deux-Montagnes pour l'atténuation des nuisances sonores. D'abord, au niveau du matériel roulant, il y a eu du meulage des roues, meulage des rails qui ont été faits. On a reprofilé les roues. On a mis aussi des absorbeurs dynamiques parce qu'on s'est rendu compte que quand on a des structures aériennes, la vibration métal sur béton, ça fait une propagation du bruit qui est supérieure à ce à quoi on s'attendait au départ. Donc, on a mis des absorbeurs dynamiques qui viennent absorber ces vibrations-là et diminuer le nombre de décibels qui est émis. Il y a des murs aussi anti-bruit qui ont été installés. On les voit d'ici, là, tout près, il y en a. Il y avait aussi sur place, Clara, des représentants syndicaux qui étaient là pour manifester leur mécontentement. Oui, tout à fait. Des représentants de la CSN de plusieurs syndicats étaient sur place pour accueillir les dignitaires à leur arrivée vendredi. C'était notamment pour dénoncer le projet de loi 14 du ministre du Travail, Jean Boulet, qui essentiellement élargit la définition de services essentiels et réduit du même coup les possibilités de grève des travailleurs. Des représentants du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec étaient également présents à la station Deux-Montagnes la fin de semaine dernière lors de l'essai gratuit du REM pour le public pour sensibiliser les usagers à leurs conditions de travail. Les employés de Pulsar, la compagnie qui sera maintenant gestionnaire des opérations et de la maintenance du REM, déplorent, et je cite, le laxisme envers les enjeux de santé et de sécurité et le mépris des droits d'association de la part de leur employeur. Bon, donc, une nouvelle antenne à Deux-Montagnes, mais ce réseau-là n'est pas terminé, n'a pas fini de se développer. Non, il reste 2 antennes à finir. Celle de L'Anse-à-l'Orme dans l'ouest de Montréal devrait ouvrir l'année prochaine et celle se rendant à l'aéroport de Montréal sera inaugurée en 2027, normalement 3 ans après la date prévue initialement. Les dignitaires présents à la conférence de presse de vendredi dernier s'enthousiasmaient déjà pour une prochaine étape, soit le TGV reliant Québec à Toronto, mais on n'y est pas encore. Il y a un autre enjeu qui fait parler, Clara, c'est l'entente de non-concurrence du REM. De quoi il s'agit? Oui, c'est une entente signée entre le REM et l'Autorité régionale des transports métropolitains qui stipule qu'aucun autre service de transport public n'a maintenant le droit de développer une ligne reliant le centre-ville de Montréal aux zones touchées. Alors, le REM a maintenant l'exclusivité, le monopole de ces tracés pendant 99 ans. Par exemple, il serait impossible pour EXO de lancer une ligne reliant la région au centre-ville de Montréal. Alors, depuis hier, il est possible de prendre le REM
même entre 5h30 et 21h10 tous les jours, selon les tarifs déjà en place dans les zones A, B, C, D du Grand Montréal. 72 600 passagers sont attendus tous les jours sur le réseau. Alors, reste à voir si les usagers de la région vont adopter le REM. Merci, Clara. On se revoit plus tard dans l'émission. On va tester la marchandise. Oui, à plus tard, Claude. La Ville de Saint-Jérôme invite la population à la 4e édition de l'événement Marché Noël à Saint-Jérôme, qui se tiendra les 5, 6 et 7 décembre. Pendant 3 jours, les visiteurs pourront marcher Noël d'une salle d'exposition à l'autre, découvrir plus de 120 exposants, assister à des spectacles et participer à des activités familiales, dont le Rallye des commerces, un jeu qui vous donnera notamment la chance de gagner un chèque cadeau de 1 500 $ pour l'achat d'un voyage, en plus de nombreux autres prix de participation. Le Cégep de Saint-Jérôme a souligné le dévoilement d'une œuvre de Yannick Raymond, artiste visuel et diplômé du programme d'art visuel, en compagnie des étudiantes et étudiants du département, des membres du personnel et du directeur du Musée d'art contemporain des Laurentides, Jonathan Demers. L'œuvre dévoilée illustre la démarche artistique de l'artiste, qui combine traces peintes et impressions numériques pour créer des tableaux d'apparence formelle, jouant avec la perception et la matérialité. La Semaine nationale de sensibilisation aux dépendances est actuellement en cours et le mouvement Narcotique Anonyme en profite pour souligner 40 années de présence au Québec. Pour en parler, je reçois Patrick, coordonnateur des relations publiques de la Rive-Nord au sein de l'organisme. Bonsoir, Patrick. Bonsoir. Les gens vont comprendre pourquoi votre visage est flouté, puisque vous appartenez à un mouvement anonyme. Vous représentez, vous le dites bien, le mouvement Narcotique Anonyme, oui, qui est présent au Québec depuis 40 ans, mais qui est apparu aux États-Unis en 1953. Ça fait 72 ans. Vous êtes actuellement actif dans 143 pays, donc on comprend que c'est du sérieux. Oui. Vous n'êtes pas les seuls, Patrick, à faire ce que vous faites. Alors, qu'est-ce qui fait votre particularité? Je pense que, en fait, nous, ce qu'on englobe, c'est la dépendance. Donc, on n'englobe pas nécessairement juste une substance. On englobe aussi l'alcool, les médicaments. Puis, c'est ça. D'accord. Bon, dans un communiqué que vous avez émis début novembre, on retrouve cette phrase, parce qu'on est toujours porté à penser qu'une personne dépendante va l'être toute sa vie. Il y a une phrase dans vos communications qui dit ceci: « Un dépendant, n'importe quel dépendant, peut cesser de consommer, perdre le désir de consommer et trouver un nouveau mode de vie. » Alors, bon, là, il y a 3 éléments importants là-dedans. Perdre le goût de consommer, ça se peut, ça? Oui. Oui? Oui, je l'ai perdu moi-même. Ah, d'accord. Oui. Et de ces 3 éléments-là, arrêter de consommer, perdre le désir et trouver un nouveau mode de vie, est-ce qu'il y en a un qui est plus difficile que les autres? Bien, en fait, c'est un processus, là. Ça devient pas... c'est avec le temps, en se réunissant, en parlant, en partageant nos forces, nos espoirs, qu'on arrive à évoluer dans ce nouveau mode de vie-là. Sans consommer. Sans consommer, oui. Ouais. Et l'idée que la dépendance soit une maladie me semble de plus en plus acceptée dans la société. Est-ce que je me trompe? Ben, moi, j'ai pas vraiment d'idée par rapport à la société. En fait, c'est ça. Moi, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on traite vraiment au sujet de la dépendance. Puis on traite pas, mais je veux dire, comment je pourrais dire, en fait, c'est ça. C'est à force de faire des réunions, plusieurs arrivent à arrêter de consommer. Puis, pour ce qui est de la population, ça, je pourrais pas vous le dire. Là. On n'a pas vraiment d'opinion non plus là-dessus. Là. Racontez-nous justement comment ça se passe disons que moi, je souffre d'une dépendance quelconque, je décide de me pointer à une de vos réunions. À quoi je dois m'attendre? Bien, en fait, quand on rentre dans une réunion, on se fait accueillir par le groupe, individuellement, pas... Ensuite, il y a plusieurs sortes de réunions. Il y a des réunions où on fait juste discuter. Il y a d'autres réunions où quelqu'un vient en avant partager comment il fait, lui, pour se rétablir. Comment il vient partager sa force, son espoir. Puis avec l'identification, comme moi, je peux m'identifier à cette personne-là, bien, ça m'aide, tu sais, à moins me sentir seul. Puis, oui.
Les proches des dépendants sont généralement déroutés, anxieux, pessimistes, déprimés. Vous avez fait toute une campagne là-dessus en disant que les problèmes de consommation, ça c'était en vous adressant directement aux personnes dépendantes, que les problèmes de consommation causent aussi du tort à ceux qu'on aime. Est-ce que c'est une bonne façon, ça, d'embrasser le programme? Est-ce que ça aide les personnes dépendantes à faire des efforts plus grands pour s'en sortir? Je pense que le but, encore là, est de pouvoir se reconnaître dans ces situations-là. Puis quand on se reconnaît dans ces situations-là, on peut admettre là, que oui, effectivement, je fais vivre ça à ma famille, donc je vais essayer de trouver une solution. Ouais. Parce que c'est ça, c'est une chose de se faire souffrir, mais quand on fait souffrir les autres, ça peut toucher aussi... D'accord. Bien, écoutez, en terminant, je rappelle aux gens que le mouvement Narcotique Anonyme existe au Québec depuis 40 ans. J'encourage les gens à aller visiter votre site web pour prendre connaissance de tous les services que vous offrez. Patrick, vous êtes coordonnateur des relations publiques de la Rive-Nord pour Narcotique Anonyme. Merci de nous avoir rendu visite. Merci. La ville de Mirabel a célébré ses sportifs et ses artistes issus de la relève lors de l'édition 2025 du Gala Méritas, tenu le 6 novembre dernier au Centre culturel Val d'Espoir. Cette année, un total de 16 750 $ ont été remis en bourse. Cette somme a été amassée grâce au tournoi de golf annuel et à la générosité des partenaires. 47 Méritas ont été remis aux jeunes sportifs et artistes qui se sont illustrés dans leurs disciplines respectives au cours de la dernière année. La ville de Blainville annonce le retour du Salon des métiers d'art les 28, 29 et 30 novembre au Centre Guy Frigon. Cet événement regroupera près de 50 artisans offrant des produits gourmands, des créations et des objets originaux, tous de provenance locale. Ce salon inclut aussi plusieurs activités et performances, comme le duo de gigues québécoises actuelles en 2 temps, le chœur Quatrissimo, Nordique Café et un atelier créatif d'ornements de Noël. On va parler sécurité publique avec le préventionniste enquêteur Éric Huard. Bonsoir, Éric. Bonsoir. Cette fois-ci, ce mois-ci, vous voulez nous parler d'un sujet méconnu qu'on n'aborde pas souvent. Il sera question de santé mentale et du travail qui est fait à l'interne à la régie de police. Exact. Bien, je voulais profiter du fait qu'on est au mois de novembre. C'est connu, l'équilibre psychologique peut être plus difficile. C'est une période de changement de lumière, la température, tout ça. Ça peut nous impacter. Et c'est parfois méconnu le travail du service de police en matière d'intervention en termes de santé mentale, puis qu'est-ce qui est fait. Fait que c'est ça que je voulais vous parler cette semaine. Alors, quelles sont les ressources dont vous disposez à l'interne pour traiter ces questions-là? Exact. Bien, c'est ça que je voulais nommer, puis je voulais rendre hommage à une de mes collègues. Vous savez, le service de police, c'est méconnu, mais à l'interne, on a une intervenante sociale qui travaille à temps plein, Véronique Forget. On partage nos bureaux ensemble, je la vois travailler, puis elle travaille très, très fort pour la clientèle plus vulnérable. Imaginez tous les appels que le service de police peut recevoir en matière de santé mentale, en matière de personnes en crise. Véronique va être impliquée à un certain moment à titre d'intervenante sociale. C'est plus de 270 dossiers qui sont traités en 2025 de son côté. Puis ça peut aller des problèmes de toxicomanie à un deuil difficile, à un conflit familial, à une personne qui commence à avoir des difficultés personnelles. C'est tout ça, hein, la santé mentale. Puis il y a un travail de fond extrêmement important. Tu sais, c'est un processus délicat. Puis Véronique, ça peut même aller jusqu'à aider à obtenir une ordonnance pour un membre de la famille ou un proche qui aurait besoin d'obtenir des soins. Vous avez, dans cette dynamique-là, de l'aide aussi qui vient du Centre intégré de santé et services sociaux des Laurentides. Exact. Dans vos interventions. Oui, ça aussi, c'est méconnu. C'est la deuxième ressource qu'on a à l'interne. On a signé en 2020 une entente de partenariat avec le CIS des Laurentides. C'est donc de dire qu'il y a quelqu'un qui travaille directement dans nos bureaux, qui est une travailleuse sociale, et elle va prendre les dossiers qui vont être déjà entamés, puis elle va faire la liaison avec le système de santé, puis qui va pousser les dossiers un peu plus loin. Fait que vraiment, là, à tous les niveaux, on est en mesure de répondre à ces besoins-là, puis d'aider, puis d'avancer, puis d'offrir surtout les bons outils, les bonnes ressources, de bien orienter les gens, que ce soit le membre de la famille ou la personne directement. Et est-ce que cette personne-là peut intervenir avec vous sur le terrain? Oui, ça peut arriver. Imaginons qu'on a une personne qui a tenu des propos suicidaires, puis qu'il faut faire son évaluation, savoir est-ce qu'elle est à risque ou pas. Bien, cette intervenante-là du CIS des Laurentides peut se déplacer directement sur l'intervention, venir évaluer la personne puis nous donner un coup de main. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut croire qu'il existe seulement, exemple, à Montréal ou dans d'autres corps de police d'envergure. On a ça ici chez nous, à la régie de police. Justement, vous nous parliez de ça parce que pour réagir à une certaine perception, les gens pensent qu'il n'y a rien qui est fait au niveau de la police à ce sujet-là.
C'est exactement ça. Puis avant de venir vous rencontrer, j'ai rencontré l'intervenante chez nous pour en parler. Souvent, les gens ont le sentiment qu'il n'y a rien qui bouge. Ils nous ont appelés, ils nous ont fait mention de la problématique, puis la personne est encore là. Mais il faut comprendre qu'on vit dans une société de droits et libertés. Une personne peut refuser de recevoir des soins. C'est donc de dire qu'imaginez le temps que ça peut prendre de créer un lien avec la personne, de l'écouter, de l'accompagner, puis d'être prêt au bon moment pour l'amener à recevoir des soins. C'est pour ça que le mot d'ordre, puis l'état d'esprit pour ces intervenants-là, c'est la persévérance et la patience. Voilà. C'est la clé. Fait que c'est pour ça qu'on veut rassurer les gens, puis leur demander une collaboration. Des fois, les membres de la famille peuvent faire une grande différence, mais c'est de nous rappeler qu'on a tous un rôle à jouer dans l'écoute, dans les suivis, dans une période où on peut basculer. C'est le rôle de tous et chacun. Puis le service de police joue un rôle important, puis on est là pour les accompagner. Puis on remercie les intervenantes, notamment Véronique Forget et notre collaboratrice du 6 des Laurentides, font un excellent travail en ce sens. Travail d'équipe, très, très intéressant. Merci beaucoup, Éric. Hey, ça me fait plaisir. Puis je tiens à rappeler à tout le monde que pour les pneus d'hiver, la date limite, c'est le 1er décembre. C'est très important. L'hiver est arrivé plus tôt que prévu. Perdez pas de temps. Parlez de ça, allez mettre vos pneus d'hiver. Merci. Merci. Le regroupement des organismes communautaires des Laurentides tenait son congrès d'orientation à la fin octobre, un moment charnière dans l'histoire du regroupement et de tous ces organismes à qui on demande continuellement de sauver le monde. J'en discute avec Jessica Gagné, agente de liaison aux communications pour le regroupement. Madame Gagné, bonsoir. Bonsoir. Bon, il y avait autour de 200 personnes qui venaient de 75 organismes là, dans ce congrès-là, à qui on a posé des questions très précises sur le rôle que devaient se donner les organismes dans un monde que vous dites en pleine mutation. Alors, brièvement, quels seraient les faits saillants de l'exercice que vous avez mené à ce moment-là? En fait, il s'est dit beaucoup de choses lors de ce congrès-là. C'était un moment pour faire vraiment un état des lieux de tout ce qui se passe dans le monde communautaire, surtout dans les Laurentides, évidemment. Et on le sait, on est dans un monde assez polarisé en ce moment, où il y a de nombreuses crises, crise du logement, crise environnementale. Bon, je pourrais en nommer plusieurs. Ce qui est ressorti vraiment de ce congrès-là, c'est, c'était le but, c'était de s'inspirer ensemble, de réfléchir sur ces questions-là, mais aussi de faire un état des lieux pour voir c'est quoi la suite en tant qu'organisme communautaire autonome, qu'est-ce qu'on veut vraiment dans la région, puis qu'est-ce qui est important pour nous pour vraiment essayer d'intégrer plus puis d'incarner plus notre rôle de transformation sociale. D'accord. Donc, c'est vraiment ce qui est ressorti là, durant ce congrès-là. Vous avez mis des mots sur un constat là, que vous faites depuis longtemps à l'égard d'une certaine perception là, qu'on a des organismes communautaires. Vous ne voulez plus être considérés comme des sauveurs, des sauveuses. Vous ne voulez plus être reconnus seulement que pour vos actions charitables. Qu'est-ce que vous souhaitez être exactement? On souhaite s'incarner dans notre plein pouvoir. On veut être des créateurs, des créatrices de richesse. C'est un peu le titre du communiqué. Puis en fait, c'est ce qu'on s'est rendu compte, qu'on est des créateurs et créatrices de richesse parce qu'on crée du sens, parce qu'on crée des liens, parce qu'on crée de la solidarité. Et dans un monde où on est axé beaucoup sur la croissance économique, et on le voit beaucoup là, avec notre gouvernement qui investit dans des entreprises privées pour générer justement du profit, mais en occultant toute la sphère humaniste, on se rend compte qu'on est à côté de la traque là, en ne focusant juste que sur l'économie. Et les organismes communautaires autonomes, ben, ils incarnent ce vent-là de changement vers un côté un peu plus humaniste, des valeurs plus de cœur. Donc, on veut s'ancrer vraiment dans ça pour que ça soit pas juste à l'interne dans nos instances, mais que ça puisse rayonner un peu plus en dehors de nos murs aussi. Vous n'avez plus à faire, je pense, la démonstration du désengagement de l'État. Vous souhaitez jouer, vous l'avez dit, un rôle de transformation sociale. Quel est votre plan de match? Oh, à ce stade-ci, on est vraiment allé plus dans le fond et dans le sens à travers notre congrès d'orientation. On est en train de travailler là-dessus justement pour venir insérer tout ce qui est ressorti de nos membres dans un espèce de plan d'action qui va être entériné à notre AGA en mai prochain. Et à partir de là, ça va vraiment percoler notre plan de travail au ROC. Et ça va vraiment s'étaler dans les prochaines années. C'est sûr qu'il y a vraiment toute la notion de changement social qui est au cœur de ça, de vraiment se réapproprier nos racines communautaires, parce qu'on le sait, là, de plus en plus, tu sais, les gens dans le communautaire, c'est des gens de cœur. C'est des gens qui veulent vraiment aider,
puis éradiquer la souffrance, si je peux le dire comme ça. Mais c'est qu'en ce moment, la détresse sociale, elle est de plus en plus grande et on peut pas, là, c'est un puits sans fond. Oui, puis votre coordonnateur a dit qu'il faut s'attaquer aux causes. On peut pas juste éradiquer la souffrance à la pièce. Exactement, oui. Puis c'est facile de glisser dans cette prestation-là de service et d'oublier nos fondements qui sont plus militants, plus politiques, et c'est ça qu'on veut se réapproprier. Justement, bon, les problèmes auxquels la société est confrontée, en ce moment, on les connaît, vous les avez énumérés tout à l'heure, crise du logement, coût de la vie, urgence climatique, itinérance, santé, éducation. Vous dites que vos revendications sont celles de la majorité. Alors, est-ce que vous souhaitez voir émerger de tout ça une vraie mobilisation populaire? Oui, c'est vraiment ce qu'on souhaite. On voit que les gens sont préoccupés par, c'est ça, tout ce qui se passe et on a le goût de vraiment se rallier avec la population, mais pour ça, il faut se réapproprier notre propre récit puis changer notre narratif interne, comme on parlait tantôt au niveau de la charité et tout. Et ce qu'on aimerait, tu sais, je vais profiter de ces quelques minutes-là pour envoyer un message aux gens qui nous écoutent, qui sont pas seuls, puis qu'on est des milliers à aspirer à un monde un peu plus humain. Et j'aurais le goût de dire aux gens de s'intéresser aux organismes communautaires qui sont dans leur quartier, d'aller à leur rencontre et de justement voir ce qui émerge au niveau des mobilisations, des revendications pour qu'on essaie de créer un rapport de force. Ça, c'est vraiment important. Puis, je pense qu'on a à déconstruire ça au fil des années. On a de la difficulté des fois à se faire comprendre, à se faire connaître. Donc, c'est un peu ça notre désir dans les prochaines années, d'essayer de rallier la population autour de ces préoccupations qui sont au cœur de chacun et chacune d'entre nous. Là. Bien, le message est lancé. On a très hâte de voir les actions qui vont découler de tout ça. Jessica Gagné, vous êtes agente de liaison communication pour le ROC. Oui. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup pour votre invitation. On est de retour avec Clara Maté-Jonet. Alors, ce fameux REM, vous l'avez testé en exclusivité vendredi. Oui, et je vous amène avec moi pour que vous le testiez dans notre reportage de ce soir. Bienvenue à bord du REM. Prochaine station, Grand Moulin. Enfin, je vous dirais qu'on est très, très heureux là, d'avoir cette inauguration-là aujourd'hui. C'est très bien pour Deux-Montagnes, très bien pour l'ensemble de la Couronne-Nord. Là. Les horaires de travail ont changé. Là. Donc ici, ce qu'on a apprécié du REM, c'est la fréquence. Donc 20 heures par jour, 7 jours semaine, aux 5 à 10 minutes. Donc les gens n'ont pas besoin de prévoir ou regarder les horaires. C'est très flexible. Donc on voit de plus en plus de congestion sur la Couronne-Nord. Presque 12 heures par jour. Là. Ça débute à 5 heures le matin, ça se termine à 18 heures le soir. Donc, c'est quelque chose qui va changer. Je vous dirais, avec le temps, ça va changer. Au niveau du réseau d'autobus EXO, ben là, ils ont parti un rabattement, un nouveau système qui nous amène les gens des villes environnantes ici à Deux-Montagnes. Donc, ça va beaucoup aider aussi les villes environnantes à décongestionner les réseaux d'autoroutes autour de la Couronne-Nord. Parce qu'il faut se rappeler que le REM, c'est 2 trains qui se côtoient tout le temps. Alors qu'à l'époque du train de Deux-Montagnes, souvent, on avait une seule voie. Pas partout, il y avait des voies doubles à certains endroits, mais une seule dans plusieurs secteurs. Donc, il a fallu déconstruire, reconstruire un réseau, réinstaller tout ça. Et à travers tout ça, il y a eu une pandémie. On a eu dans le tunnel Mont-Royal des surprises énormes. Par exemple, découverte de dynamite centenaire. L'état du tunnel lui-même était beaucoup plus dégradé que ce à quoi nos équipes s'attendaient. Donc, il a fallu refaire le tunnel au complet sur 5 km avec un mur mitoyen. Ça a été beaucoup plus long que prévu. Donc, on se retrouve avec un retard d'à peu près 2 ans, 2 ans et demi avec tout ça. Mais aujourd'hui, on livre un moyen de transport structurant qui est impressionnant. Hier soir, j'ai eu la chance de prendre de la station McGill à Deux-Montagnes. Ça m'a pris une trentaine de minutes. Ça m'aurait pris 3 fois le temps en voiture. C'est quand même considérable et je pense que les gens vont l'apprécier grandement. Avant, vous utilisiez le train de banlieue. Oui, exactement. 5 jours semaine, effectivement. Tout à fait. Le train de banlieue et les autobus à voir réservés en attendant là, depuis les 7 dernières années. Aviez-vous hâte à l'ouverture du REM? Oui, bien sûr, effectivement. Même avec la navette, c'est un bon trajet de 1h30 environ, là, donc très contente que le REM soit de retour. Maintenant, ça va vous prendre combien de temps à aller au travail? Normalement, ça devrait prendre 37 minutes d'aller à la gare centrale, ce qui est vraiment un rabais de temps, puisque le matin, ça peut prendre 1 heure, mais pour le retour en autobus, ça prend minimum 1h15, 1h30. Donc, on va sauver minimum 1 heure par jour. Là. C'est un soulagement. Est-ce que c'est un retour à la normale pour vous ou quelque chose encore plus amélioré de ce qu'il y avait avant?
Je dirais que ça va être similaire à ce qu'on avait avant. Le train de banlieue prenait exactement le même trajet, ça prenait environ 40 minutes. Donc, le REM va être environ 38, donc c'est similaire. Un peu moins de place assise, mais on va s'adapter avec le retour. Au moins, une économie de temps, ça va valoir la peine. Il y a plus de stations, donc finalement, c'est plus rapide, mais c'est similaire au train de banlieue, qui allait très bien auparavant. Il y a en Europe une culture du transport en commun qu'on n'a peut-être pas encore en Amérique du Nord, mais on y arrive avec le REM qui se raccorde à 3 lignes de métro. C'est plus seulement la gare centrale maintenant accessible pour les gens de la Couronne Nord ou du nord de l'île de Montréal. C'est la ligne verte à la station McGill et la ligne bleue à la station Édouard-Montpetit. Donc, avec l'ajout du REM qui vient chercher le nord, l'ouest et le sud-ouest de la région métropolitaine, on ramène ces gens-là vers le métro. Les possibilités de déplacement pour les étudiants, pour les retraités, pour l'ensemble des travailleurs, ça vient de se multiplier là, par des dizaines et des dizaines. Qu'on soit à Montréal, à Vancouver, à Francfort ou ailleurs sur la planète, il va toujours avoir des pannes. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour qu'il y en ait le moins possible? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'elles durent le moins longtemps possible? Et qu'est-ce qu'on fait si elles arrivent? On a des réponses à toutes ces questions-là. L'hiver s'en vient. L'opérateur du REM a amélioré des équipements. Ce qui faisait défaut beaucoup l'hiver dernier, les aiguillages, ça a été remplacé. On a augmenté la capacité de réchauffement de ces aiguillages-là pour faire fondre la glace, la neige. On a de meilleurs équipements pour déneiger, plus de ressources pour déneiger. On a réorganisé notre opérateur pour qu'il soit en meilleure posture pour réagir dans des conditions hivernales. Bref, le plan d'hiver a été revu complètement. On ne peut pas garantir qu'il n'y aura jamais de panne. Il n'y a aucun réseau sur la planète qui va vous garantir qu'il n'y aura jamais de panne, mais on est confiant avec l'hiver qui arrive que la performance ne sera pas comparable avec ce que les gens ont vu l'hiver dernier. Nous, on a encore du travail à faire sur la Couronne Nord pour un réseau Est-Ouest. Comme je vous disais, à partir de Deux-Montagnes, aller à Terrebonne en autobus, ça prend presque 2 heures. Donc, ça n'encourage pas les gens à prendre le transport collectif. Ils prennent leur voiture. Donc, si on peut améliorer cette fréquence-là aussi, puis cette flexibilité-là, c'est sûr que ça va décongestionner encore plus le réseau d'autoroutes. Et au-delà de la congestion, M. Martin voit déjà les effets du REM sur sa ville. On peut l'écouter. Il y avait peu de construction qui se passait à Deux-Montagnes, mais l'arrivée du REM fait des gros changements au niveau de ce quartier-là. Nous, on a une deuxième gare, gare Grand-Moulin, où il y a des changements assez majeurs au niveau de la construction de nouvelles résidences, multilogements, si on veut. Donc, il y a des gros changements. Voilà, Claude, pour ce qui est du réseau Express métropolitain, sa construction aura impliqué 30 000 travailleurs avec 2 000 fournisseurs québécois. Merci Clara, on se revoit demain. À demain, Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Goûter local suit à l'instant. Je vous rappelle que vous pouvez consulter l'ensemble de la programmation sur notre site web et surtout regarder nos émissions sur notre chaîne YouTube. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne.